Bonjour à toutes et tous. Pour me présenter, je suis Marie Farr, maîtresse de conférences en économie à l'Université Lumière Lyon 2 et membre du laboratoire Triangle de Lyon. Par monnaie locale et complémentaire, il faut entendre une unité de compte spécifique développée à l'initiative d'un groupe d'acteurs, généralement des citoyens qui sont réunis au sein d'une association et qui vont développer donc sur un territoire délimité une unité de compte qui va permettre de comptabiliser et de régler des échanges de biens et de services. On qualifie aussi parfois ces monnaies de citoyennes, d'associatives, de communautaires, d'alternatives, de locales ou encore de plurielles. Ces monnaies finalement émergent dans des contextes qui peuvent être divers. Certains termes vont être privilégiés. De manière générale, disons que ces choix terminologiques, quand il est question de social, de local ou de complémentaire, vont faire sens dans la mesure où ils renvoient à des différences dans les objectifs et dans les moyens qui peuvent être considérables donc, entre ces initiatives monétaires. Le terme monnaie locale et complémentaire peut s'inscrire dans une volonté de souligner leur complémentarité vis-à-vis de l'euro, mais aussi vis-à-vis d'autres pratiques et politiques de transition. Elles peuvent s'articuler avec des mécanismes et des pratiques et des politiques de transition sociale et environnementale. Leur caractère local renvoie ici plutôt à une délimitation géographique de leur usage, dans le sens où elles vont être limitées à un territoire géographiquement défini. Ces monnaies sont diverses, tant dans leur architecture monétaire que dans les moyens mobilisés et les démarches mises en œuvre par les collectifs qui vont les gérer. On peut observer un certain nombre de points communs, donc des finalités communes, et notamment le soutien à des dynamiques territoriales, socio-économiques et politiques, ou encore l'instauration de nouvelles pratiques économiques qui peuvent reposer sur la mise en place de nouvelles normes sociales et environnementales, mais elles se différencient aussi du fait de leurs caractéristiques monétaires ou encore de leur rapport au pouvoir public. Donc, on observe depuis le début des années 1980 un processus de multiplication et de différenciation de ces initiatives monétaires. Processus de multiplication dans le sens où elles se sont développées donc à l'échelle mondiale et leur nombre est en croissance, et un processus de différenciation dans la mesure où elles vont s'adapter au contexte socio-économique local, ce qui va donner naissance en fait à différents modèles types, pourrait-on dire, de monnaie locale et complémentaires. On peut, si on cherche à distinguer, disons, deux grandes catégories de monnaie locale, distinguer des monnaies qui s'appuient plutôt sur un système de crédit mutuel. La monnaie est créée par et à travers l'échange via un mécanisme de crédit et de débit simultané des comptes. Ça signifie que lorsque la personne rend un service, son compte va être crédité d'un certain nombre d'unités. Et à l'inverse, lorsque la personne elle va recevoir un service ou un bien d'ailleurs, son compte va lui être débité. On retrouve ce type de mécanisme dans les SEL, les systèmes d'échange local, ou encore dans les banques de temps, et notamment les accorderies qui se sont développées en France depuis quasiment maintenant 10 ans. Ce mécanisme donc de crédit mutuel peut aussi se développer pour des échanges interentreprises, ou dans le cadre d'une diversité d'acteurs plus importante. Donc ça, c'est la première catégorie de monnaie locale et complémentaire. Cette catégorie, finalement, ne nécessite pas de disposer d'euros pour ensuite les convertir. Ça ne suppose pas finalement une entrée via un processus de conversion, comme on peut l'observer dans le deuxième type de monnaie. Le deuxième modèle va s'appuyer plutôt sur des monnaies qui sont dites gagées sur l'euro, c'est-à-dire que leur usage suppose un mécanisme de conversion d'euros en monnaie locale pour pouvoir être utilisé au sein d'un réseau de producteurs, de commerçants, d'artisans, avec généralement une limite géographique à leur usage. Donc, ces monnaies gagées sur l'euro sont généralement qualifiées de monnaie locale. En France, il existe plus de 80 monnaies locales qui circulent sur différents territoires. Et cet exemple des monnaies locales sera par la suite illustré avec le cas de la pêche et de la racine. Donc, ces monnaies locales portent des finalités qui peuvent être de différentes natures. La première finalité,
c'est un objectif de territorialisation des activités. La deuxième, c'est la question de la dynamisation des échanges. Et la troisième finalité renvoie à la transformation des pratiques, des représentations sociales et des modes de vie. Donc la première finalité des monnaies locales consiste à favoriser des formes de territorialisation des activités et notamment les activités économiques. Une monnaie locale ou une monnaie complémentaire, c'est une monnaie dont l'usage va être limité à un territoire. Cette limite finalement géographique à leur usage va permettre de valoriser les ressources du territoire et de favoriser des formes de développement territorial en s'appuyant sur une économie de proximité, puisque les professionnels qui vont être agréés par les associations qui portent des monnaies locales sont ancrés sur ce territoire. L'enjeu, en fait, c'est de privilégier un tissu de PME ancré dans un territoire de proximité. Cet objectif de territorialisation des activités s'appuie aussi sur une volonté de mettre en réseau les acteurs locaux en favorisant des échanges, non seulement entre des producteurs et des consommateurs, mais aussi entre des producteurs et des fournisseurs qui sont localisés dans cet espace de circulation. L'enjeu étant de constituer une communauté de valeurs autour de cette volonté de valorisation des ressources du territoire. La deuxième finalité, celle de la dynamisation des échanges, du fait en fait des mécanismes de territorialisation, il peut y avoir un effet mécanique de territorialisation et de dynamisation des échanges au niveau local. Mais il est possible de développer des mécanismes supplémentaires qui vont permettre de renforcer cet effet de dynamisation. On peut identifier deux mécanismes. Le premier, c'est notamment dans le cadre du crédit automatique et gratuit qui est mis en place dans les SEL ou encore dans les banques de temps. Les individus vont pouvoir bénéficier d'un crédit automatique et gratuit, ce qui peut leur permettre d'accéder à des biens et des services sans dépenser de la monnaie officielle et en mobilisant donc une unité de compte spécifique. Le deuxième mécanisme, c'est une logique de microfinance ou de microcrédit dans la perspective de faciliter l'accès au crédit pour développer des activités qui ont une utilité sociale ou environnementale pour le territoire. Le deuxième outil qu'il est possible de mobiliser pour dynamiser les échanges et qui est aussi un outil symbolique, c'est la question de la fonte monétaire et notamment donc de la mise en place d'une monnaie fondante qui vise notamment à encourager finalement la circulation de la monnaie et à multiplier les échanges. C'est aussi une fonction symbolique, dans le sens où elle remet en cause finalement le principe d'épargne ou de conservation de la monnaie, qui est habituellement valorisé dans le cadre des échanges conventionnels, puisque une monnaie fondante ne doit pas être conservée, sinon la personne qui la possède devra, de façon mensuelle ou périodique, payer une taxe pour pouvoir la réutiliser et la remettre en circulation. Ces deux premiers objectifs donc de territorialisation et de dynamisation des échanges vont être d'autant plus assurés que les avoirs monétaires en monnaie locale sont difficilement convertibles. Cela suppose par contre un certain nombre de conditions et notamment une diversité de biens et de services proposés dans le cadre du réseau monétaire au niveau local. Également une variété d'acteurs qui sont partie prenante donc, de ce projet, mais aussi une taille, et donc ça renvoie ici à des enjeux en termes d'identification de la taille du territoire pertinent pour favoriser finalement des mécanismes de circulation monétaire. Les monnaies locales et complémentaires visent également, et ce sera donc la troisième finalité, la transformation des pratiques et des représentations sociales. Un des premiers enjeux auxquels les créateurs et les porteurs de monnaies locales et complémentaires sont confrontés, c'est finalement la question de la définition des objectifs poursuivis par la monnaie. Les premières questions à se poser, c'est finalement quels échanges souhaite-t-on valoriser dans le cadre du réseau monétaire constitué, autour de quelles finalités, donc pourquoi faire, entre qui et pour qui. Et après ces questionnements découle une forme monétaire spécifique. Ça renvoie finalement ici au projet éthique ou au projet politique que portent concrètement donc, ces monnaies locales et complémentaires et qui vont notamment s'incarner finalement dans des modalités concrètes
de fonctionnement de la monnaie. Dans le cadre de ce projet éthique, on peut notamment identifier tout le travail relatif à l'élaboration des chartes ou encore donc des critères finalement de sélection des prestataires qui visent justement à identifier des prestataires professionnels qui vont adhérer au réseau et qui vont être sélectionnés à partir du respect d'un certain nombre de critères sociaux ou environnementaux. Une autre possibilité donc d'incarnation de ce projet éthique, c'est dans la façon dont les échanges vont être comptabilisés donc, dans le cadre donc, de la mise en place de cette monnaie, où typiquement le choix peut être fait de mobiliser une unité de compte qui s'éloigne finalement de l'euro. Et on peut penser notamment à l'unité de compte temps qui va permettre de transformer donc les représentations dans les échanges, dans le sens où cette unité de temps va servir donc d'outil pour comptabiliser les échanges à partir d'un principe égalitaire entre les personnes, puisque une heure est égale à une heure, quelle que soit la nature du service échangé entre les individus. Que ce soit donc dans les chartes ou via la mise en place finalement de mécanismes de comptabilisation des échanges qui se veulent alternatifs, ça incarne ou ça démontre en tout cas le projet éthique et politique porté par ces monnaies. On peut aussi mentionner donc dans cette troisième finalité des interrogations et notamment sur les façons de satisfaire les besoins et sur la nature de ces besoins. Si je reprends l'exemple des banques de temps ou des accorderies, elles vont souligner le fait que la satisfaction des besoins individuels ne passe pas nécessairement par une logique marchande, mais qu'il est possible également de développer des formes de réciprocité entre les individus et donc des logiques de don et contre-don pour satisfaire ces besoins via l'activation notamment des échanges de temps entre les individus. Donc cela peut permettre finalement de faire émerger une réflexion autour des richesses et la façon de les comptabiliser. On peut identifier trois pistes à explorer afin finalement de renforcer l'effet et les impacts des monnaies locales et complémentaires. La première piste à mentionner, donc, c'est la question des partenariats et la nécessité peut-être de renforcer justement cette logique partenariale, que ce soit avec des acteurs privés ou avec des acteurs publics. Concernant les acteurs publics, leur soutien peut constituer un élément essentiel. Donc, si ces collectivités locales peuvent soutenir financièrement les associations portant des monnaies locales, elles peuvent aussi jouer un rôle dans la circulation monétaire elle-même. Elles peuvent accepter en paiement des monnaies locales. Elles peuvent régler une partie de leurs achats, notamment dans le cadre de leurs commandes publiques, ou encore verser les salaires des fonctionnaires des collectivités territoriales, ou encore, et ça c'est une possibilité qui pourrait être ouverte, accepter finalement des paiements de taxes en monnaie locale et notamment pour tout ce qui est fiscalité locale. Elles peuvent aussi, ces collectivités locales, distribuer une partie finalement de leurs aides ou de leurs subventions afin soit de flécher la consommation vers un certain type de biens et services ou encore de valoriser les gestes éco-citoyens par le versement d'un montant en monnaie locale. Concernant donc les acteurs privés, dans le cadre de l'étude que nous avons réalisée l'année dernière et qui réalisait donc un bilan 10 ans après l'émergence des premiers locales, on a pu observer que la majorité des monnaies locales entretenaient peu de liens avec d'autres acteurs du territoire et que finalement la représentation des acteurs était relativement faible. C'est-à-dire que les liens qui étaient entretenus étaient généralement des liens avec des acteurs qui partageaient une proximité cognitive et donc une proximité de valeurs. Donc, un des enjeux, c'est aussi d'établir de nouveaux partenariats avec des acteurs diversifiés, que ce soit avec des acteurs associatifs ou avec d'autres acteurs privés du territoire ou encore avec les banques et les institutions financières. La deuxième piste pour renforcer l'usage des monnaies locales et complémentaires renvoie à la question de leurs moyens humains et financiers et de fait à l'animation du réseau monétaire.
Ce que l'on observe, c'est que la monnaie ne se déploie pas et ne circule pas d'elle-même. Il faut, dans ce cadre, beaucoup de volonté, de travail humain, bénévole ou salarié, pour que l'usage de la monnaie se développe. Or, le bénévolat qui est largement sollicité, disons, dans les phases qui vont précéder le lancement, sachant que parfois ce lancement est relativement long, peut parfois, ou peut dans un certain nombre de cas, s'épuiser. Il faut donc trouver des financements pérennes pour ces dispositifs que l'on ne peut trouver que par divers partenariats. Les monnaies locales et complémentaires peuvent se tourner vers des soutiens publics et privés qui leur permettront de monter en charge pour accroître ensuite éventuellement leurs ressources propres. Cette possibilité finalement de rechercher, de nouer de nouveaux partenariats n'est pas, dans un certain nombre de cas, sans interpeller le projet militant qui est souvent au cœur de la mise en place des monnaies locales et complémentaires. La troisième piste à explorer pour renforcer l'usage des monnaies locales et complémentaires consiste finalement à insérer ces monnaies locales et complémentaires donc dans une stratégie de développement territorial. Il s'agit dans ce cadre de penser la monnaie comme médium au service de la transformation, au service de la transition sociale et environnementale, au sens où leur effet de levier va s'accroître lorsqu'elles vont être combinées avec d'autres mécanismes et instruments de la politique publics ou des partenaires locaux. Donc ces monnaies peuvent venir finalement appuyer une véritable stratégie de développement territorial. Les questions qui se posent actuellement trouvent généralement une réponse avec des logiques et outils issus de l'économie sociale et solidaire. On peut penser notamment à des microcrédits, à des formes de groupements d'achat, des épiceries sociales, des fonds de finances solidaires ou d'investissement responsables, ou encore des approches de type pôles territoriaux de coopération économique, mais également avec des politiques et des instruments de transition écologique et de résilience territoriale en partenariat avec les collectivités locales, comme par exemple la mise en place d'un revenu inconditionnel ou la valorisation des éco-gestes et des éco-comportements. Pour conclure, ces monnaies locales et complémentaires affirment finalement la possibilité de sortir de l'imaginaire monétaire dominant, faisant de la monnaie bancaire et de l'unicité monétaire le principe organisationnel naturel de nos sociétés contemporaines. Ces monnaies remettent à l'ordre du jour la question de la démocratie comme devant être au cœur du système économique, et elles invitent à débattre de la pluralité monétaire et de la possibilité même de penser des alternatives monétaire. Dans le contexte actuel, elle croise les réflexions autour de la question de l'endettement public et de son annulation, notamment en contrepartie d'investissements sociaux et environnementaux.